Bienvenue dans un autre épisode de Mémoire digitale, podcast innovant québécois où on parle de l'innovation. On parle de la place que l'innovation a prise au cœur de nos invités, au cœur de leur mode de vie, au cœur de notre mode de vie. Aujourd'hui, c'est la première fois que je fais ça. J'avais besoin de notes pour tous les titres de mon invité, Marc Hébert. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Professeur, docteur, lieutenant-colonel. Je vais les nommer juste pour ne pas en oublier parce qu'on les a écrits. Professeur titulaire en ophtalmologie à l'Université Laval. Fondateur, directeur scientifique de Chronophotonics. Directeur de l'Axe Neurosciences cliniques et cognitives au Centre de recherche Cerveau. Cofondateur de Diamantis et président de la Fondation des maladies de l'œil. J'en ai-tu oublié? Non, ça va. Honnêtement, un parcours parsemé d'innovation et de recherche. C'est ce qui t'habite, honnêtement, la recherche? C'est le désir de trouver ce qui n'existe pas? Est-ce que c'est ce qui t'habite depuis si longtemps que ça? Oui, effectivement. En fait, je me dédiais plus à une carrière au départ, paradoxalement militaire, là, être pilote dans les forces armées. Ancien lieutenant-colonel, j'avais oublié de le dire aussi. Oui, bien, je suis ça, c'est honoraire, là. J'étais officier dans les forces armées quand j'avais 19 ans. Mais ce qui me dérangeait, c'était le fait de apprendre à piloter, c'est beaucoup du par cœur. Hein? Oui. C'est beaucoup, faut réagir en millisecondes. Donc, tu apprends beaucoup des réflexes, tu pratiques beaucoup. Donc, tu ne dois pas réfléchir, tu dois c'est agir. Réagir toujours. Oui, exactement. C'est toujours une question de réaction par rapport à l'action qui vient de se passer. Exactement. Le plus rapidement possible, le plus efficace tu deviens. Exactement. C'est ça le but. Donc, je trouvais qu'il me manquait un peu. J'étais quelqu'un de curieux, puis j'aimais apprendre des nouvelles choses. Donc, j'ai quitté les forces armées, puis par hasard, l'Université d'Ottawa acceptait des gens au mois de juillet. Normalement, les inscriptions à l'université, c'est février. Exact. En tout cas, au Québec. Et là, ils acceptaient jusqu'au mois de juillet. Fait que là, belle opportunité, j'applique à l'Université d'Ottawa et là, je rentre en psychologie. Donc, une majeure en psychologie, une mineure en criminologie. OK. À la fin, je dois décider dans quelle branche je m'en vais faire mon doctorat. Là, on parle de quoi? Du 21 ans, 23? Non, je suis rendu à la fin de mon bac, là, j'étais en 92, donc 26 ans. 26 ans, là, ouais. On est rendu à l'étape où, OK, il faut qu'on prenne une décision sur ce qu'on va faire dans l'avenir. Oui, le bac à Ottawa est 4 ans. Là. Donc, je devais décider dans quelle branche je m'orientais. Finalement, j'ai pris ni un ni l'autre. J'étais allé en neurosciences parce que j'avais vu des nouvelles recherches sur la chronobiologie. Ça démarrait à l'époque, dans ces années-là, 90. Mm-hmm. Puis, durant ma dernière année en psychologie, j'avais fait une recherche en sommeil. Donc, ils appellent ça un honors thesis. Là. C'est une sorte de mini-thèse que tu fais si tu veux aller au doctorat, qui dure une année. Et j'avais été à un congrès à Toronto de chronobiologie. C'était le premier ou un des premiers, certainement. Et là, j'avais été fasciné parce que je me disais, ceux qui sont dans ce domaine-là en ce moment, c'est eux qui font toutes les découvertes. Ah, c'est les précurseurs. Oui, les précurseurs. Ça commence. Là. Oui, ça commence. Donc, juste clarifier, la chronobiologie, c'est quoi concrètement pour les gens qui nous écoutent? C'est l'étude vraiment de l'horloge biologique. Là, OK, donc le sommeil profond, le réveil automatique qui se réveille à cause qu'on est habitué de se réveiller, des trucs comme ça. Oui, exactement. Okay. Puis tous nos rythmes biologiques. On a découvert, en fait... Ça faisait plus de 200 ans qu'on savait que la plante avait une horloge interne. Vous savez, les plantes qui s'ouvrent au soleil, se referment la nuit. Ils tournent, ils pivotent en fonction de la luminosité, exact. Donc, il y avait un chercheur, Jean Dortou de Meyran, je pense que c'était en 1789. Lui, il avait fait une recherche où il avait mis une plante qui était exposée à la lumière du jour et une au sous-sol. OK. Et les deux s'ouvraient au même moment et se fermaient au même moment. Peu importe la luminosité qu'il y avait à ce moment-là, au sol, l'horloge était tellement exactement. Égale. Okay. Donc, il a émis l'hypothèse d'une horloge dans la plante. Mais l'humain, on a assumé que l'humain était beaucoup plus intelligent, n'avait pas besoin d'une horloge interne. Donc, il n'y a pas eu d'études à ce niveau-là. Et seulement en 1980, il y a eu des études dans des cavernes à un certain moment pour voir l'horloge biologique des gens. Là. Ils mettaient dans une caverne sur plusieurs jours, voir s'il y avait un rythme interne. Donc, il n'y avait plus de lumière, obscurité. Fait qu'aucun réflexe de temporel pour savoir on est-tu le matin, exactement. on est-tu le soir. Là, on est complètement isolé. Est-ce qu'on est le matin ou est-ce qu'on est le soir, puis comment le corps se comporte. Pas d'horloge, rien. Moi, je vous annonce que je reviens de la Belgique, puis le décalage horaire, je confirme qu'on a une horloge biologique, là, parce que je l'ai senti, là, mes écarts de sommeil et tout. Mais
D'où cette fascination-là te vient de cette chronobiologie-là, de tout ça? C'est juste la conférence que tu as citée qui a fait « Hein, OK, ça moi, me parle. » c'était le sommeil. Au départ, je voulais comprendre qu'est-ce qui se passe quand on dort. Donc, dormir, c'est pas passif. Il se passe de quoi? Il y a des cycles qui embarquent un après l'autre. Donc, nous, on faisait des enregistrements de sommeil, des gens qui venaient dormir. On enregistrait avec un polysomnographe. Donc, on pouvait voir les zones et on pouvait établir dans quel stade de sommeil. Donc, j'ai appris ça durant ma dernière année. Mais la chronobiologie, j'ai trouvé ça fascinant vu que c'était le sommeil, c'était quand même connu. Là. Ça faisait plus de 30 ans que c'était étudié. Mais la chronobiologie, c'était vraiment le début. Puis, il y avait un lien avec la lumière. Donc, la lumière naturelle influence nos rythmes biologiques, donc resynchronise notre horloge. Et là, il y avait beaucoup de recherches de Harvard, du NIH à Washington. Il y avait des groupes de recherche en chronobiologie. Et là, c'était fascinant. Les articles, ça sortait dans les grosses revues comme Nature, Science, parce que tout était nouveau à ce moment-là. Puis là, c'était assez excitant de comprendre, parce qu'on ne comprenait pas là, comment ça fonctionnait. Donc, on était vraiment dans le début. Puis, il y avait une chercheure à Montréal, Marie Dumont, qui avait fait son post-doctorat à Harvard dans le gros laboratoire, le fameux laboratoire. Et là, elle est arrivée à Montréal et là, elle a créé le premier laboratoire de chronobiologie au Canada. OK. Donc, j'avais la chance. Elle me dit, je le rencontre à ce congrès-là. Elle me dit, viens à Montréal. Viens voir ça. Oui. Fait que là, j'ai dit, OK. Donc, j'applique en neurosciences. Et le directeur du département de neurosciences m'appelle à Ottawa et dit, viens à Montréal. On veut t'avoir à Montréal. Fait que là, j'ai décidé. Normalement, en psychologie, on ne peut pas faire le saut du côté médecine parce qu'il nous manque un petit peu de background. Donc, on l'a fait quand même, puis je n'ai jamais regretté finalement. Et je me suis spécialisé par la suite davantage en photobiologie, donc l'étude des effets de la lumière sur le cerveau. Donc, c'était encore une nouvelle science qui avançait, qui a culminé, je dirais, dans les années 2000, quand j'ai commencé comme chercheur. Donc, j'étais encore au début de ce type de recherche-là. On a découvert un nouveau photorécepteur dans les yeux, ce qui était inattendu en 2000. On connaissait la rétine, le fonctionnement de l'œil depuis très longtemps. Et là, on découvre un nouveau photorécepteur. On m'exclut, moi. Il y a un nouveau photorécepteur qui est découvert dans l'œil et qui capte seulement la lumière bleue et qui envoie ce message-là à notre horloge pour signaler le jour. Donc là, ça changeait toute notre façon de voir les choses, de comprendre le fonctionnement de l'horloge biologique. Donc, c'est la photobiologie, l'effet biologique de la lumière sur le cerveau. Et là, moi, je suis rentré dans ce domaine-là dès le début. Fait que là, tu as été un des précurseurs à ce moment-là, Exactement. dans ce domaine-là, travailler sur... Parce qu'on dit souvent, le point d'entrée sur le cerveau, c'est les yeux. Exactement. Tout passe par là, honnêtement. Ouais. Donc, c'est de travailler, puis il va falloir m'expliquer l'effet de la lumière. À quoi ça... Comment on peut utiliser cette lumière-là maintenant pour détecter des choses dans le cerveau? Est-ce qu'on est capable de mesurer des choses? Oui. En fait, moi, mes premières études, c'était les effets de la lumière, mais les changements saisonniers, comment on était influencé par les changements. En novembre, on est tous en dépression parce qu'il fait plus sombre, etc. Exactement. Okay. Et donc, nous, on soupçonnait, on se disait, c'est pas tout le monde qui est en dépression non plus. Et quand même, il y a un bon pourcentage. Puis on se disait, pourquoi certains le sont et certains ne le sont pas? Donc, on a émis l'hypothèse qu'il y avait peut-être un problème au niveau de la sensibilité à la lumière qui était peut-être altérée. Effectivement, elle était altérée, cette sensibilité-là à la lumière. On a pu le découvrir avec des techniques qu'on appelle l'électrorétinographie qui mesure la réponse électrique de l'œil suite à des flashs lumineux, un peu comme un électrocardiogramme le fait pour le cœur. Donc, on utilise cette technique-là en ophtalmologie pour détecter des maladies de la rétine, comme on ferait pour un électrocardiogramme pour des problèmes cardiaques. Donc, on utilise ça en ophtalmologie. Nous, on l'a amené dans le domaine moi, je l'ai amené dans le domaine de la psychiatrie. Donc, on a vraiment découvert que ces patients, ces personnes-là, avaient une baisse de sensibilité à la lumière en hiver qui revenait normal en été. Mais à ce moment-là, je suis tombé sur un fameux livre qui était de John Dowling, qui avait publié en 1986, qui disait que, en français, là, si je fais une traduction, que l'œil était une partie approchable du cerveau. OK, la seule façon de s'approcher du cerveau, c'est par l'œil, pas par l'oreille ou par le crâne, c'est beaucoup plus facile par l'œil. Là. Oui, parce qu'au niveau neurodéveloppemental, quand le cerveau se développe au niveau embryonnaire, une partie, littéralement, va se détacher et former les yeux qui vont être réunis par le nerf optique. Là. Il y a quand même un contact qui se fait avec le cerveau, évidemment. Mais cet œil-là devient
un organe qui n'est pas externe, qui fait vraiment partie du cerveau. Nous, on appelle ça le système nerveux central, qui est le cerveau. L'œil en fait partie. Donc, des anomalies neurodéveloppementales dans le cerveau. On sait qu'à la naissance, on n'est pas développé au complet. Hein. L'œil se développe les 4 premières années. Donc, on peut avoir des changements de neurodéveloppementaux. Et là, on est capable d'évaluer ça au niveau de la rétine de l'œil grâce à l'électrorétinographie. Donc, on a commencé à faire des études ici à Québec. Est-ce qu'à ce moment-là, on fait une espèce de cartographie de qu'est-ce que ça peut donner, comment la lumière devrait travailler, quels sont les résultats escomptés? Comment on bâtit ces hypothèses-là de se dire à quel point on peut avoir par la réception de la lumière sur la rétine, sur le fameux capteur qui est détecté, quels sont sur les incidences sur le cerveau? Comment on commence à documenter ça? En fait, on sait que dans la rétine de l'œil, on a les neurotransmetteurs, à peu près, on a une 50aine de neurotransmetteurs dans la rétine. C'est les mêmes qu'on a dans le cerveau. On sait, vous connaissez sûrement la dépression, où on sait qu'on donne un médicament qui va augmenter l'effet de la sérotonine, hein, sérotonine qu'on appelait l'hormone du bonheur, qui est un neurotransmetteur. Donc, on sait que la sérotonine est impliquée aussi dans la rétine, la dopamine, d'autres types de neurotransmetteurs. Donc, s'il y a un débalancement dans le cerveau, il se peut qu'il y en ait un dans la rétine. Okay. Dans la rétine, ça ne causera pas un problème oculaire, mais on sait, par exemple, qu'on produit de la dopamine le jour au niveau de la rétine pour favoriser la vision de jour. Et la nuit, on produit de la mélatonine, qui est une hormone, pour favoriser la vision de nuit. Donc, il y a comme un changement qui se fait. Donc, ces écarts-là sont mesurables par de la fonction. Si je mesure votre ERG le jour, je le mesure la nuit, je n'aurai pas la même vitesse de conduction, je n'aurai pas exactement les mêmes résultats à cause de ces changements de neurotransmetteurs-là. Et la dopamine est très, très présente, très importante dans la rétine. Et on sait que, par exemple, en schizophrénie, bipolarité, autisme, TDAH, la dopamine est impliquée. OK. Donc ce neurotransmetteur-là a une instance directement sur des maladies mentales documentées puis diagnostiquées. Oui. Donc, d'être en mesure de, rapidement, par le traitement, par la lumière, de avoir accès à ces données-là qui fluctuent, ces métriques-là, on peut aider au diagnostic puis peut-être encadrer mieux. Exactement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des flashs lumineux. La rétine va réagir, elle va produire un petit signal électrique qui ressemble assez similaire à un électrocardiogramme, mais il faut envoyer un flash. La rétine, elle ne répond pas de façon autonome comme le cœur le fait. Lui, c'est autonome. Donc, il faut envoyer un flash, on mesure sa réponse, on envoie un autre flash, on mesure la réponse, ainsi de suite. On mesure des paramètres et on peut détecter une série d'anomalies. Pas c'est pas des maladies, là, c'est juste des petites anomalies qui sont assez subtiles, mais quand on en a 3, par exemple, ça signale, dans notre cas, c'est la schizophrénie, 2 anomalies particulières, c'était la dépression, la bipolarité. Là, en ce moment, on est dans le TDAH. On a terminé une petite étude là-dessus, puis on trouve des anomalies aussi. Donc, ces anomalies-là nous permettent, avec des algorithmes, de faire des diagnostics différentiels. Le problème en psychiatrie, c'est de découvrir, de faire le diagnostic entre la schizophrénie et la bipolarité. C'est très, très difficile. Les symptômes sont assez similaires. Ils sont similaires, effectivement. Ouais. Quand on parle juste de protocole, j'appelle ça standard, là, mais on s'entend qu'on n'est pas avec de la lumière comme vous, mais par des tests, par des rencontres avec des spécialistes, c'est un peu plus difficile de faire la différenciation entre les deux. Exactement. Les 5 premières années, il y a près de 50 % qui vont changer de diagnostic parce qu'on peut avoir quelqu'un qui a une bipolarité qui va avoir de la psychose ou quelqu'un qui a une schizophrénie qui va avoir de la dépression. Donc, ça vient un peu mêler les cartes. Là. Oui, c'est vraiment pas facile et la psychiatrie utilise des entrevues cliniques, leur expertise, leur expérience, etc., mais il n'existe pas de mesures biologiques en psychiatrie. Par rapport à la médecine, habituellement, ils vont vous prendre des prises de sang, plusieurs facteurs biologiques. Il n'en existe pas en psychiatrie. Donc, ça devient la première mesure biologique qui peut aider au diagnostic. On utilise un petit peu d'intelligence artificielle pour découvrir. Par exemple, nous, on avait 150 patients souffrant de schizophrénie, 150 de bipolarité. Et là, on lance nos paramètres. Et là, le système permet de trouver les paramètres communs à ceux qui ont la schizophrénie puis ceux qui ont la bipolarité. Un peu comme, je vous dirais, vous avez des joueurs de football, vous avez des joueurs de basketball. Probablement qu'on serait capable de trouver des paramètres qui permettraient de les distinguer. Par exemple,
quelqu'un qui mesure 7 pieds et plus, probablement... Pas plus de chances de jouer au basket que de jouer au football. Qui est 325 livres et probablement joueur de football. OK. Les métriques, on est capable de donner des métriques à chacune des diagnostics pour être capable d'au moins, OK, si cette notion-là est plus élevée, il y a de fortes chances que ça soit de ce côté-là. On ne pourrait pas faire ça dans tous les... Par exemple, si on voulait faire ça dans le sport, on ne pourrait pas distinguer tous les sports. Mais dans le cas de la schizophrénie et la bipolarité, malgré la ressemblance, on était capable de le faire avec une précision de 88 %. OK, quand même. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et tout ça par des flashs lumineux qui vont dans l'œil, qu'on détecte la réaction de la rétine. Oui, exactement. Donc, des petites anomalies. Juste pour vous dire, vous vous dites sûrement, c'est particulier, ce type de recherche-là. Bien, quand on a présenté, moi, j'ai présenté plusieurs fois mes recherches pour des subventions. Puis à chaque fois, on me disait, on ne croit pas trop à ce que vous faites, mais si ça marche, ça va être révolutionnaire pour vrai. Et la dernière fois qu'on a appliqué, ils ont dit c'est soit que c'est le meilleur projet qu'on a jamais vu ou le pire qu'on a jamais vu. OK, c'est un ou l'autre. C'est un ou l'autre. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit c'est révolutionnaire, soit c'est de la crap. Oui. Okay. Parce que c'est dur de voir le lien entre l'œil et le cerveau, et c'est normal. Et surtout en psychiatrie. Là, on parle d'ophtalmologie qui se jumelle à la psychiatrie. Maintenant, on n'est pas les seuls à le faire. Là. Il y en a beaucoup de chercheurs dans le monde qui le font. Ils ont trouvé des marqueurs en autisme. Nous, on est en train d'en trouver en TDAH. On en a en Parkinson. Il y en a qui travaillent en Alzheimer. Mais l'innovation dans tout ça, c'est de rentrer la technologie, la science vraiment claire avec des mesures, des métriques dans un art, la psychiatrie, qui n'avait pas ça, qui était seulement l'étude comportementale. Comment, le bagage de psychologue que tu as, je comprends qu'il a dû avoir à jouer dans ce désir-là d'aller vers ça. Comment on se dit du jour au lendemain, on part de psychologie en neurosciences à OK, on va essayer de trouver des nouvelles méthodes pour améliorer le diagnostic possible en psychiatrie pour aider les patients, parce que plus vite ils sont diagnostiqués, plus vite ils sont traités, mieux ça va les aider également. Comment ce déclic-là d'un ancien pilote vient à vouloir révolutionner la psychiatrie grâce aux sciences? Je ne sais pas, je pense que ça demande toujours la curiosité. C'est que quand on trouve un résultat, il faut se poser la question, qu'est-ce que ce résultat veut dire? Puis il faut sortir un petit peu de la boîte traditionnelle. Et là, quand, par exemple, on avait trouvé le résultat dans les gens qui souffraient de dépression saisonnière, là, ils étaient moins sensibles à la lumière, là, tout le monde disait « ça explique ceci explique cela. Ils ont une baisse de sensibilité, donc sont déprimés. » Puis moi, je ne le voyais pas comme ça. Je disais « ça ne fait pas de sens. Ça fait pas de sens. C'est plus complexe le cerveau que ça. L'œil est plus complexe que ça. » Et c'est ce fameux livre de John Darling qui a fait la différence. Parce que lui, il était déjà en avance un peu sur son temps d'émettre l'hypothèse que la rétine de l'œil ou l'œil, la rétine, c'est la partie neurale là, qui transforme la lumière, les photons lumineux dans un signal électrique pour le cerveau, pour générer le sens de la vision. Lui, c'est lui qui a amené, c'est lui le précurseur. Lui, c'est une sommité. C'était une sommité dans le domaine de l'ophtalmologie que lui, ils disent que la rétine, c'est une partie approchable du cerveau, une fenêtre sur le cerveau. Ça avait beaucoup de valeur. Donc, moi, ça m'a aidé, parce que moi, je n'avais pas cette renommée-là, évidemment. Donc, ça m'a aidé à faire valoir la possibilité. Oui, mon point un peu. Et poursuivre là-dedans. Ça m'a donné confiance, disons. Bien, ça prend toujours quelqu'un pour donner une première claque dans le dos pour donner la confiance. Mais il y a quand même des gens qui ont osé dire oui, peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il a raison. Ça vaut peut-être la peine d'essayer de lui donner la chance de faire ces recherches-là. Ça fait combien de temps que tu es au cœur, au centre de l'œil de cette recherche-là, de ce processus-là de recherche? Ça doit être un processus qui continue. Ça fait 30 ans. 30 ans? Oui, commencé en 92. On a commencé nos premières études en 92. J'étais étudiant au doctorat. Après ça, j'ai poursuivi au postdoctorat, tout ça. Puis, je suis devenu chercheur autonome à Québec en 2001. Et là, j'ai entamé mon propre programme de recherche. En 2002, j'étais subventionné pour faire ce premier projet-là sur la dépression saisonnière. Donc, ça a vraiment... Mais j'ai eu on peut dire que ça prend des coups de chance quand même, là, que les deux évaluateurs qui décident, ils donnent une chance à lui, ou il aurait pu dire non. Mais surtout que tu disais, c'est soit on y croit beaucoup, ça va être incroyable, ou c'est rien. On y croit pas du tout. Fait que si on avait penché de l'autre côté, ça aurait changé la donne drastiquement. Ben oui, ça aurait changé toute la donne au complet. Est-ce qu'encore aujourd'hui, tu dois te battre pour faire valoir ton idée, tes processus? Oui. Est-ce que c'est encore, je dirais pas aussi complexe, parce que probablement que tu as dû gagner du chemin entre-temps, puis de la notoriété assurément avec tous les articles que tu as publiés, mais est-ce que c'est encore difficile d'aller chercher ce financement-là?
Le financement, maintenant, on n'est pas les seuls, puis on a ce qu'on appelle en anglais un track record. Là, on a une série d'articles qui ont été publiés, donc on est reconnu. Par contre, il reste quand même des gens, des individus qui ne croiront pas. J'ai un collègue qui me disait la semaine dernière, il disait, quelqu'un lui parlait de ce type de recherche-là, puis il trouvait ça farfelu, complètement ridicule. C'est quelqu'un en psychologie. Puis lui, il a défendu. Il dit, je le connais, Marc. Puis là, il a défendu. Puis nous, paradoxalement, on est maintenant dans les livres de médecine et de psychologie de base. Là, des livres, quand ils parlent de psychiatrie en médecine, ils parlent de nos recherches en psychologie, la même chose, qu'il y a ces types de biomarqueurs. Parce que les biomarqueurs, une caractéristique d'un biomarqueur, il faut qu'il soit simple d'utilisation, il ne faut pas qu'il soit dispendieux, puis il faut qu'il ne demande pas une expertise énorme. Donc, notre technique, la technologie qu'on utilise, elle a été améliorée par d'autres, là, pas par moi, là, au niveau des instrumentations. Il existe maintenant des appareils portables que tu tiens juste à une main. Tu stimules c'est comme le flash dans Men in Black. Oui, exact. Plus gros un petit peu, là. Mais effectivement, exactement. Puis une électrode qu'on met sur la peau, tout simplement. Donc, l'apprentissage de la technique, c'est maximum 5 minutes. Là. C'est apprendre à faire fonctionner, à peser ses boutons. Puis la machine va venir prendre toutes les mesures de métrique que vous avez besoin pour faire l'analyse. Puis le know-how, c'est tout dans l'analyse des données après. Exactement. La petite boîte noire après. Donc, avec ces technologies-là qui sont pas... Bon, c'est 14 000 Américains, mais c'est rien par rapport aux instruments que nous, on utilise, qui sont pas loin de 100 000 $. Donc, ça devient plus facile d'utilisation mondialement dans tous les pays, en fin de compte. Donc, ça démocratise ce type de technologie-là. Mm-hmm. Fait que nous, on était chanceux, cette technologie-là a suivi. Eux autres, ils ne voyaient pas cette perspective-là quand ils l'ont créée, mais là, en lien avec la psychiatrie, ils ont un champ incroyable maintenant. C'est ouvert. On va s'arrêter quelques instants, Marc. Je veux qu'on poursuive parce que on va aller plus loin. OK. On va pas assez loin, c'est trop facile tout ça. On va aller plus loin, je veux savoir c'est quoi les prochaines étapes, qu'est-ce qui s'en vient. J'ai des idées que je vais te propulser, ça me fascine. Je trouve ça super intéressant, fait qu'on s'arrête quelques instants, restez là, on vous revient. Retour à Mémoire digitale avec le Dr Marc Hébert qui est avec nous, un professeur titulaire en ophtalmologie, un scientifique, un chercheur. Un chercheur, je pense, ça regroupe bien tout ce que tu fais. Oui, principalement chercheur. Moi, en médecine, on enseigne très peu parce qu'on n'est pas des médecins. Donc, c'est seulement les médecins qui enseignent aux autres médecins la médecine. Donc, la recherche est au cœur de ta vie depuis belle lurette. On en parlait 30 ans déjà, que tu es au cœur de ça. Des découvertes, il y en a plusieurs qui ont été faites dans les dernières années. Aujourd'hui, Marc Hébert, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui avec tout ce bagage-là, avec toutes les... Ça doit continuer les recherches, mais est-ce que tu as encore ce désir-là d'aller plus loin, de trouver autre chose, de continuer à chercher? On en parlait dans l'introduction. Là, on a formé une compagnie pour continuer à développer le biomarqueur en psychiatrie, dépression, bipolarité puis schizophrénie. Donc, c'est des recherches pour avoir des approbations Santé Canada, FDA américaine. Tout ça est long. Oui, ça prend des... on parle de dizaines et des dizaines de millions de dollars. Donc, on ne peut pas faire ça en recherche, évidemment. On n'a pas ces budgets-là. Donc, une compagnie a été formée, puis ils vont vraiment développer puis aller plus loin, là, c'est certain. Moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est vraiment le TDAH. On a fait une étude préliminaire, on a trouvé des marqueurs. Et là, on va aller plus loin dans une étude une étude de cas, aller avec plus grande envergure. Là. OK. Là, on avait une 50aine de participants, mais on va aller dans les 300 participants. Là, c'est sûr que ça va nous prendre du financement. Là, on va faire des demandes pour ça. Mais je trouve que particulièrement, le TDAH, c'est vraiment une particularité. On ne sait pas au Québec un diagnostic plus élevé. Je ne dis pas que c'est surdiagnostiqué. Peut-être que c'est même sous-diagnostiqué. On n'a pas de mesure. On a juste on parle de rien pratiquement. Oui, c'est ça. En fait, donc, on ne peut pas dire que c'est surdiagnostiqué vraiment. Donc, moi, j'ai un grand intérêt pour ça, puisque si on a un biomarqueur, on pourrait aider beaucoup au diagnostic pour les enfants. Et les impacts sont énormes au niveau préventif. Clairement. Parce qu'un très grand nombre de personnes avec TDAH, je pense que c'est 40 % vont développer une dépression plus tard ou ils sont plus à risque, en tout cas, de développer une dépression
ou un trouble de santé mentale, il y a des risques de suicide, des risques de paquet de choses, là. Donc, ça affecte la famille aussi. Donc, au niveau préventif, ça devient hyper important de trouver un marqueur pour aider. Je ne dis pas que le TDAH, je ne le vois pas comme une maladie, je le vois comme un fonctionnement différent du cerveau. Une condition du cerveau, peut-être? Oui, parce que souvent, les personnes qui souffrent de TDAH, souvent, sont plus créatifs, sont très brillants. J'ai beaucoup d'étudiants qui ont du TDAH qui font leur doctorat avec moi, là. Et c'est des gens très, très brillants. C'est juste que l'attention est moins longue et moins de longue durée. Les capacités d'attention sont plus réduites. Mais donc, c'est une autre façon de fonctionner, mais ça amène quand même des difficultés avec le type d'éducation dont ils doivent. Ça amène ses particularités. Souvent, on va parler de médication pour essayer d'aider à la concentration. Plus vite on le diagnostique, plus vite on est capable de mettre des plans d'intervention scolaire pour les aider à cheminer. Mais pour avoir un garçon TDAH, ça amène aussi une gestion à la maison. Donc, c'est pas juste à l'école que ça se passe, mais c'est vraiment dans la vie en général que ça pourrait changer la donne de faciliter ce diagnostic-là. Bien, premièrement, savoir qu'il existe un diagnostic biologique, ça aide. Certaines personnes ne sont pas convaincues. Ça aidait beaucoup, par exemple, en bipolarité. Les gens disaient « Ouais, c'est le psychiatre qui m'a dit je suis bipolaire, j'y crois. » C'est pas vrai. Il dit n'importe quoi. Bien, quand tu as un test biologique, ça aide beaucoup à la personne de l'accepter. Premièrement, c'est une maladie du cerveau. C'est pas... on appelle ça des troubles de santé mentale, mais c'est pas vraiment le bon terme. C'est vraiment des maladies du cerveau que si on règle, il n'y a plus de problème après, là. Est-ce que, donc, d'établir ces biomarqueurs-là, de trouver ces biomarqueurs-là, on arrive avec une donnée biologique, est-ce que des grandes pharma de ce monde pourraient dire, maintenant qu'on sait que tel biomarqueur a une étroite corrélation avec tel diagnostic, est-ce qu'on peut arriver jusqu'à créer des médicaments qui œuvrent directement sur ces biomarqueurs? Ça, c'est vraiment une très bonne question. C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée ou médecine de précision. Avec un marqueur comme celui-là, on pourrait arriver puis dire, bon, on va faire on prend juste l'exemple de la schizophrénie. La schizophrénie, il y a quand même plusieurs types de symptômes. Donc, ça se peut que ça soit sur un continuum. Ça se peut qu'il y ait des sous-catégories de schizophrénie. Même chose pour la bipolarité. Et là, à ce moment-là, est-ce qu'il y a des types de médicaments qui s'adresseraient mieux à des sous-catégories? Donc, pour avoir une médecine plus personnalisée aux patients. L'intérêt des pharma, là, je parle à travers mon chapeau. Là, évidemment, je ne suis pas spécialisé dans le domaine des pharma. Mais ils cherchent beaucoup le blockbuster, avoir la médication qui va faire à tous les patients pour en vendre le plus possible parce qu'ils doivent investir peut-être une centaine de millions de dollars et plus pour une nouvelle molécule. Donc, si la molécule fonctionne juste dans 12 % des patients, mais elle fonctionne à 100 % sur ce 12 %-là... Elle est moins intéressante que celle qui fonctionne à 80 sur 80 %. Oui. Il n'y en a pas qui fonctionnent à 80 %. C'est ça le problème. Le problème, est-ce qu'à ce moment-là, puis là, on est dans les grandes discussions hypothétiques, mais est-ce qu'un gouvernement pourrait prendre place, pourrait prendre plus de part dans cette création? Parce qu'effectivement, prenons un biomarqueur qui règle en partie de la schizophrénie. Je peux comprendre que c'est peut-être, je ne sais pas quoi, il y a 10-12 %, peut-être 5 %. Comment la population qui est atteinte de schizophrénie? C'est 1 %, puis 3-4 % bipolarité. Donc, les deux ensemble, on est peut-être à 5 % de la population. C'est 5 %. Un médicament qui viendrait aider ce 5 %-là, peut-être qu'un pharma n'aura pas l'intérêt de le développer vu le petit marché potentiel. Mais là, on va plus loin. C'est que ce 5 %-là, on va chercher juste une portion de ces... Par exemple, si on dit, je ne sais pas moi, 1000 personnes qui souffrent de schizophrénie à Québec, ben peut-être pour 120, on a un médicament qui fonctionnerait, qui est très... Qui serait right-on. Qui les guérit. Ouais. Okay. Mais la pharma a dit, ben là, moi, je veux soigner vos 1000, là, donc je veux que ma molécule soit répondre le plus possible. Moyennement bien, mais que le psychiatre la recommande aux 1000 et non pas juste à ces 120-là. Je comprends. Même si on sait qu'on les guérit. Parce qu'au niveau du retour sur l'investissement, c'est pas assez élevé. Je connais quelqu'un qui a essayé ça, d'avoir du financement, parce qu'il travaillait pour une pharma et s'était aperçu effectivement qu'il y avait une molécule qui fonctionnait sous une catégorie de patients. Puis elle voulait justement notre biomarqueur pour voir est-ce qu'on est capable de les cibler à l'avance. Mais elle n'a pas réussi à aller chercher. C'était une médecin psychiatre de Harvard. Là, quand même. Elle a un meilleur CV que le mien. Oui, puis même le mien aussi. Mais elle n'a pas réussi parce que c'est... Mais comme tu dis, un gouvernement, peut-être que oui. On a vu ce que le gouvernement a fait pour la COVID.
Il y a eu des succès, on n'a jamais vu ça, là, ce qui s'est passé. Accélérer tout ça. Ça. C'était spectaculaire. Spectaculaire, donc ça pourrait se faire, mais il faut mettre la volonté politique, mais l'argent aussi. La psychiatrie, moi, personnellement, je trouve que c'est un peu les enfants pauvres de la recherche. Hein? C'est délaissé. C'est pas... avec la COVID, un des avantages, entre guillemets, là, c'est pas un avantage, mais il y a beaucoup plus de personnes qui sont affectées au niveau de la santé mentale. Et là, il y a de l'intérêt pour essayer d'avoir des recherches et tout ça à ce niveau-là. Mais on est en retard, là. On est pas mal en retard. Est-ce que c'est une opportunité pour ton programme de recherche, justement, cette volonté-là du gouvernement d'accélérer, de se mettre plus au devant? Est-ce que c'est une belle opportunité pour la recherche que vous faites? Oui, c'est une belle opportunité, c'est certain. On sait que dans les prochaines années, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont développer des problèmes de santé mentale. Tu sais, la résilience, elle a une limite là, jusqu'à temps que tu n'es plus résilient. Oui, quand elle arrête sec. Oui, elle arrête sec et là, tu tombes en problème rapidement. Donc, on va s'attendre à des soubresauts dans les 2-3 prochaines années. Et, tu sais, on regarde juste le milieu de vie autour de nous. Moi, je suis choyé comme chercheur. Là, tu sais, on n'a pas eu de baisse financière, etc. Mais on regarde les restaurateurs, tout ça, c'est sûr qu'on va avoir... Il va y avoir des contre-coups sévères de tout ça. Oui, c'est ça. Mais là, il faut investir là. Pas dans 3 ans. Non, pas quand ça va frapper qu'il faut être là. Il faut être là en amont avant. Là. Puis tu sais que plus on intervient tôt, et ça, c'est les médecins, c'est pas moi qui dis ça, là, c'est eux qui m'ont enseigné ça, les psychiatres, plus on traite tôt, moins la maladie va être sévère. Donc, il y a un effet toxique des psychoses sur le cerveau qui va empirer, donc ça devient difficile de ramener la personne. Donc, plus on est capable de détecter tôt, de traiter tôt, moins l'effet de la maladie va être présent et les gens vont pouvoir fonctionner super bien. Donc, il faut aller dans ces recherches-là préventives, là, investir dans ces recherches-là. Tantôt, tu parlais de centaines de millions développer des molécules pour interagir sur des biomarqueurs. Dans ta recherche sur, justement, le novembre, les chutes d'humeur de novembre, la luminothérapie, c'est un élément qui a été soulevé. Est-ce que par les traitements de lumière que vous travaillez, on pourrait arriver à traiter des maladies du cerveau? Ça, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. On sait que... J'aurais dû devenir chercheur. Oui, je pense que je vais t'engager comme... Non, mais effectivement, parce que la lumière, maintenant, on sait qu'elle rejoint certaines régions du cerveau. Elle peut affecter notre mémoire, notre cognition. On pense même pour les personnes âgées là, qui ont des déclins cognitifs d'utiliser la lumière, particulièrement la lumière bleue, pour stimuler leur cognition, leur mémoire, pour qu'il y ait une vie plus agréable, là, moins de déficit cognitif. Donc, oui, il y aurait peut-être des choses à faire en supplément de peut-être des médications, parce qu'on ne peut pas tout enlever. Tout régler avec juste la lumière, c'est pas miraculeux non plus. Mais juste un exemple, il y a des recherches qui ont été faites sur la douleur avec des souris ou des rats. Et notre directeur de centre, c'est un spécialiste de la douleur, c'est lui qui m'en a parlé. Donc, c'est de la lumière verte, aurait des effets un peu comme... changerait les seuils de douleur, de perception de la douleur. On a une étude en collaboration à Saint-Hyacinthe avec des vétérinaires où ils étudient un peu ces effets de la lumière-là chez le chat, parce que le chat développe de l'arthrose, ils ne savent pas le niveau de douleur, ils ne savent pas si les traitements fonctionnent. Donc, eux s'intéressent au bien-être animal. Donc, on fait des recherches avec la lumière pour voir si on peut altérer le seuil de douleur ou que ça soit analgésique d'une certaine façon. Donc, c'est des études. Puis ça semble, en tout cas, au niveau préliminaire, ça semble à fonctionner. Donc, oui, il y a peut-être des avenues qu'on n'avait jamais pensées juste par la lumière qui pourraient avoir des impacts directement sur certaines maladies. Donc, une espèce de travail en collaboration entre peut-être cette molécule plus généraliste des pharma et un traitement de lumière pour être plus ciblé pourrait devenir éventuellement une solution pour au moins diminuer, peut-être pas enrayer, on n'est pas rendu à enrayer mais diminuer puis peut-être aider le traitement de ces gens-là qui ont des maladies. On sait que les journées ensoleillées, on produit plus de sérotonine dans le cerveau. Donc, on sait que la lumière a des impacts directs sur nos niveaux de neurotransmetteurs. Sérotonine, j'en parlais tantôt, qu'on appelle l'hormone du bonheur, mais qui est un neurotransmetteur en réalité. Et on sait que dans l'œil, principalement, on a besoin d'une exposition à la lumière naturelle pour produire de la dopamine dans l'œil. Dans le cerveau, on n'est pas certain, mais dans l'œil, on est certain.
Donc, oui, il y a des effets de la lumière sur nos neurotransmetteurs, des impacts directs. Ça serait intéressant de suivre ça dans les prochaines années. Dr Marc Hébert, merci beaucoup. C'est fascinant, intéressant et surtout passionnant de t'entendre parler de tout ça comme tu le fais. Si les gens veulent donner pour la Fondation Cerveau Maladie de l'œil, c'est facile à trouver sur Internet, Google, facile. Je pense que les dons sont toujours les bienvenus pour ce type de recherche-là. On va vous suivre sur les réseaux sociaux. Pour ceux et celles qui nous suivent, conservez l'épisode, réécoutez-le, partagez-le, aimez-le. Google Balado, Apple iTunes, Spotify, on est disponible sur le lanternedigital.com également. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu avec moi, de parler de ta passion. Oui, je vais t'engager en plus. Oh, c'est bien, on regarde ça. C'est sur tape, ça, là, par exemple. Un gros merci, on se reparle bientôt. Pour vous rester là, on sera là bientôt pour une nouvelle mémoire à digitaliser. Bye.